Chers téléspectatrices, téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous de Politis de ce lundi 22 décembre. Ce soir, je reçois l'ex-ministre M. Selmoul Abdelkader, vice-président du parti INAD. Plusieurs fois Wali, ancien ministre, écrivain, avec 2 ouvrages sur son actif, Où va la Mauritanie et le mieux de Sarandougou. Actuellement, il est consultant, bien sûr, vice-président du parti INAD. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous aussi m'avoir invité. C'est l'occasion pour moi de féliciter encore une fois la chaîne Wataniya pour la qualité de ses programmes et pour sa contribution à l'éclairage de l'opinion publique dans un pays qui n'est pas très habitué à la liberté d'expression et qui s'ouvre au monde. Je suis absolument heureux d'être là avec vous pour discuter et que nous puissions exprimer un certain nombre de points de vue qui peuvent être bons ou mauvais, mais qui sont nos points de vue. Merci, monsieur le ministre. D'abord, pour commencer, quelle analyse faites-vous en tant que vice-président d'un parti, membre du forum, de la situation politique dans le pays? Je pense que la situation politique dans le pays connaît un certain blocage. C'est malheureux, mais il faut s'y résoudre apparemment. Un blocage qui est dû à un manque absolu de confiance entre les partenaires politiques, surtout entre le pouvoir et l'opposition, du moins l'opposition radicale à laquelle j'appartiens et dont je peux, par excès au nom de laquelle je peux répondre. Et donc il y a un manque de confiance. Un manque de confiance, donc des obstacles psychologiques à un débat politique, un débat peut-être plus large même que les dialogues auxquels certains font allusion et que certains souhaitent. Donc la situation politique est caractérisée par certaines fossilisations, un certain manque de confiance, comme j'ai dit, entre les acteurs politiques et des dangers qui pointent à l'horizon, des dangers de schisme grave, de déstabilisation du pays, parce que à chaque fois qu'il y a eu des blocages similaires, il y a eu une déstabilisation du pays, et donc il y a eu une nouvelle alternative qui s'est exprimée, qui n'a pas toujours été bonne, qui a même été parfois très très mauvaise, et que les partenaires politiques doivent éviter à tout prix dans les circonstances actuelles. Très bien. Vous venez de qualifier votre opposition, monsieur le ministre, d'opposition radicale. Pourquoi ce mot, ce qualificatif? Parce que j'ai dit l'opposition radicale, entre guillemets, parce que c'est comme ça que vous l'appelez, vous, les journalistes. En fait, elle n'est pas radicale. Elle est radicale par rapport à quoi? Et si on pense qu'elle est radicale, c'est bien par rapport à une autre opposition qui, elle, formée par un ensemble de partis qui sont issus effectivement de l'opposition et qui sentent encore l'odeur de l'opposition, même s'ils en ont perdu le réflexe, de mon point de vue. Et donc, l'opposition radicale pour moi, ou l'opposition, quand je parle d'opposition, de mon point de vue, ça peut être une erreur, je parle du Forum national pour la démocratie et l'unité, en espérant que ce qu'on appelle l'opposition louvoyante, ou l'opposition modérée, ou l'opposition sage, tout ce dont elle s'est qualifiée, que cette opposition-là rejoigne le rang de l'opposition véritable, et que toutes les forces politiques qui ne se retrouvent pas dans le système actuel, dans le régime politique actuel, puissent se retrouver et discuter et s'entendre sur une plateforme beaucoup plus large que celle, probablement, du forum actuel. Oui. Le mot radical, je me rappelle de votre tournée
La tournée de la Côte, je me rappelle, à Rosso, c'était en 2012. Cette année, vous avez appelé, nous ne sommes pas contre la politique, mais nous sommes pour un djihad contre Aziz. J'ai dit ça? Non, c'était lors de cette tournée, si, la Côte a laissé entendre ça. C'est pas exactement... Non, je ne pense pas que les choses se soient passées comme ça. Je pense qu'il y a effectivement un moment où le mot d'ordre a été levé, disons, du départ. Al-Hal, dans une conjoncture donnée, selon une analyse donnée. Et de mon point de vue, lorsque les prémices d'échec de ce qu'on appelle le printemps arabe se sont manifestées, il y a eu, disons, une sorte de retenue et une remise en cause systématique de ce mot d'ordre de Al-Hal. Parce qu'on s'est aperçu que les forces engagées dans les pays du printemps arabe n'étaient pas tout à fait celles qui portaient, disons, l'espoir, qui exprimaient l'espoir, réellement l'espoir des peuples arabes, et que donc il fallait un peu se garder. D'autant plus que les expériences un peu partout, sauf peut-être en Tunisie, les expériences ont été peu concluantes et peu encourageantes. Voilà, c'est vrai. Revenons un peu à votre parti, l'UNAD. Pouvez-vous nous donner... c'est un parti de 4 partis coalisés, c'est ça? C'est un parti de 3 partis au départ, 3 partis coalisés. Il y a eu des groupes qui nous ont rejoints entre-temps. Et maintenant, nous sommes 2 partis. Le parti mauritanien national pour le développement et le parti mauritanien des travailleurs. Et c'est cette coalition-là qui forme l'Union nationale pour l'alternance démocratique. Nous sommes un parti libéral au sens historique du terme, c'est-à-dire que nous sommes opposés à toute forme, disons, nous sommes pour une économie libérale, une économie ouverte, une économie de type libéral, et nous retrouvons dans en fait, l'essentiel des programmes des partis libéraux actuellement dans le monde. Donc on pense que votre parti, l'UNAD, n'est pas très actif sur la scène politique, ne publie pas de communiqués, n'organise pas de points de presse, n'organise pas de tables rondes et de journées de réflexion. Ont-ils raison, ces gens qui pensent... Nous participons activement aux activités du Forum national pour la démocratie et l'unité. Nous publions de temps en temps, quand il le faut, des communiqués et nous participons à la formation de l'opinion publique comme tous les partis politiques. Évidemment, nous sommes handicapés quelque peu handicapés par l'exil de notre président, M. Abdelkoudous Obeidna, qui s'est éloigné sciemment ou qui a été éloigné par sa famille parce que cette dernière s'est sentie visée, s'est sentie l'objet d'un acharnement fiscal, d'un acharnement injuste de la part du gouvernement qui a donné ses titres miniers à d'autres sociétés, qui a fermé sa clinique médicale et qui vient de fermer sa société d'assurance, en l'occurrence la London Gate Assurance. Et donc, M. Abdelkoudous s'est éloigné un peu parce que il s'est senti visé. Non, il se sentait parce que sa famille a été visée, alors que lui, il est totalement indépendant, il est moralement indépendant, politiquement indépendant et financièrement indépendant de sa famille. Et on n'a jamais pénalisé une famille, on n'a jamais tiré des boules de rive sur une famille parce que l'un de ses membres
adopte une position politique qui ne convient pas au gouvernement. Et ça, c'est dramatique parce que c'est l'une des pratiques que nous croyons complètement révolues avec les premiers régimes qui pénalisaient les gens en leur coupant les vivres. Aujourd'hui, malheureusement, il semble que cette politique-là, cette pratique continue, paradoxalement, parce que c'est une famille très proche du président de Mohamed Abdelaziz. Et personne ne comprend. Peut-être le régime où Mohamed Abdelaziz pense que la famille de finance l'opposition, alors qu'il n'y en a absolument rien du tout. L'UNAD et le président Abdel Qaddous al-Abeidina participent au financement des activités de l'opposition dans les mêmes termes, suivant les mêmes proportions que tous les autres partis, et contribuent beaucoup moins que les autres partis qui reçoivent des subventions. Donc c'est l'acharnement du régime sur cette famille fait que M. Abdel Qaddous s'est trouvé gêné et il est parti s'exiler à l'extérieur. C'est ça la réalité. Mais je pense que, j'espère que les pouvoirs publics, que les responsables actuels du système du régime actuel, les responsables, Mohamed Abdelaziz en particulier, se saisira et s'apercevra qu'il a commis des injustices très graves contre cette famille qui ne lui a fait aucun mal finalement. À moins qu'il applique la logique du loup, si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Et je ne pense pas que ce soit une bonne chose pour le pays, je ne pense pas que ce soit une bonne chose pour lui-même. Bien, loin d'elle. En dépit des déclarations de bonne intention, de reprise ou l'ouverture du dialogue entre la majorité et l'opposition, tarde à voir le jour. Qu'est-ce qui empêche l'organisation d'un tel dialogue, monsieur le ministre? Je pense que, en fait, personne, aucun homme politique sain d'esprit ne peut s'opposer au dialogue. Mais aussi, aucun homme intelligent ne peut se prendre en jeu de cache-cache lorsque le dialogue n'est qu'un mot creux et lorsque les partis, ou l'une des parties, en particulier le gouvernement et le régime de Mohamed Abdelaziz, n'est pas disponible, réellement disponible, quand bien même il le dit à n'importe quelle occasion, il n'est pas disponible pour engager un véritable dialogue. Mais, tout compte fait, je pense, pour ma part, que ce dont on a besoin, ce n'est pas un dialogue, c'est un débat national. Un débat national qui soit plus large que le dialogue, parce que le dialogue suppose deux parties, deux partenaires, alors qu'un débat national doit inclure toutes les forces politiques, toutes les forces sociales, toutes les forces économiques, toutes les forces les organisations socio-professionnelles, les organisations de la société civile. Pourquoi? Parce que les enjeux et les menaces qui pèsent sur la Mauritanie maintenant, ce soir, sont beaucoup plus importants et sont beaucoup plus graves que les limites d'un dialogue peuvent les cerner et leur trouver des solutions. Il y a un besoin pour les Mauritaniens de s'asseoir, d'organiser une sorte d'ALEG, le congrès d'ALEG qui s'est tenu en 1957. On a besoin de rééditer le congrès d'ALEG de 1957 pour parler maintenant non pas seulement de la décision de créer ou non un État, comme on l'a fait à ALEG en 1957, mais pour poser des questions de fond qui n'avaient pas été posées et dont l'absence, le fait de les avoir contournées, fait que nous avons besoin de refonder l'État mauritanien sur de nouvelles bases.
il faut un nouveau balisage. Un nouveau balisage de la vie politique, de la vie économique, de la vie culturelle, de ce que nous devons, des bases de cohabitation et des bases de cohabitation entre les ethnies, et surtout un débat sur les schismes fondamentaux, les schismes très graves qui menacent la Mauritanie d'éclatement, en l'occurrence les schismes horizontaux, cette question d'esclavage, de halatin, ces schismes horizontaux, et puis ces schismes verticaux qu'on peut sentir, qu'on peut voir, et qui fait que le problème de cohabitation des ethnies se pose encore et mérite d'être débattu. Il faut bien que les Mauritaniens discutent de toutes ces questions-là de manière sans tabou et de manière à trouver des solutions et des repères. Actuellement, nous avons l'impression, personnellement j'ai l'impression que nous naviguons sans repères. Il n'y a pas de bouée. Nous naviguons à vue, sans bouée, et nous ne savons pas à quel horizon nous allons échouer. Il faut souhaiter que nous échouions, que nous n'échouions pas, et que si nous échouons, que nous échouions sur un rivage moins hostile que ce qui se présente à l'esprit quand on a en vue tout ce qui se passe comme remise en cause, consciente ou inconsciente, de notre mode de comportement, de notre mode de gouvernance, de notre mode de... Je pense qu'il y a un certain nombre de schismes, de conflits extrêmement graves. Parce que le fondement de notre unité s'est fait sur la base de la raccourci. Nous sommes tous des musulmans. Bien entendu. L'islam est l'un des fondements, le principal fondement de notre unité nationale. Très bien. Mais cet islam, par le fait de sa récupération et de sa politisation, commence à devenir une source de conflit au lieu d'être une source d'unité. La deuxième chose importante, c'est que nous avons une jeunesse qui rêve, une jeunesse idéaliste, qui est unie par son rêve, par son élan sentimental, son élan généreux. Aujourd'hui, c'est notre jeunesse qui met notre unité en cause. Et c'est notre jeunesse qui ne partage plus les mêmes rêves, ne partage plus le même élan, ne partage plus le même sentiment de générosité vis-à-vis de son pays. Troisième élément important, c'est que l'État a commencé au début à servir de toit pour tout le monde. Bien entendu, l'ombre de ce toit n'était pas très large, mais les gens pouvaient se retrouver. Aujourd'hui, il n'y a plus d'ambition, il n'y a plus d'aspiration aux droits fondamentaux des gens. Et donc, l'ombre de l'État est devenue insuffisante par rapport au volume des ambitions, à ces ambitions-là qui s'expriment à ces velléités d'émancipation, ces velléités de partage, ces refus d'exclusion. Mais ça, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'à partir de 1978, il y a eu un état d'exception. Et l'état d'exception est un état qui cherche toujours une justification idéologique. Parce que toute dictature essaie de se trouver un matelas idéologique sur lequel elle s'assoit. Or, toute idéologie comporte un danger d'exclusion. Et comme le pouvoir militaire qui existe depuis 1978 jusqu'à maintenant est un pouvoir qui cherche toujours à se justifier par l'idéologie, il a créé, il a produit de l'exclusion. Il a produit l'exclusion au point que la rente du pouvoir politique est devenue très très mal répartie. Jusqu'à 1978, l'État assurait l'égalité des chances, le respect des droits. Le respect des droits. Je vais vous donner un exemple, un petit exemple. Jusqu'à 1978, il y avait un service de l'emploi, le service de la main-d'œuvre.
Ce service disposait d'un registre où tous les citoyens demandeurs d'emploi s'inscrivaient et avaient leur carte. Et tout citoyen inscrit savait quel jour il devait suivre son numéro. Et le jour où c'est lui qu'on doit appeler, et on l'appelle et il va. Qu'il s'agisse d'une offre d'emploi d'une société privée ou de l'État, quand il y avait un concours, les gens faisaient le concours et chacun était sûr d'être admis ou de ne pas être admis en fonction de son travail. Aujourd'hui, quand vous demandez à quelqu'un s'il a fait son travail, il vous dit, oh, les gens qui seront pris sont déjà connus. Connus à l'avance. Alors, mais ça, ce n'est pas l'essentiel, c'est que s'il y a une répartition équitable de la rente économique et financière du pouvoir, s'il y a une égalité des chances de l'État, de tous les citoyens, l'État ne produira pas de l'exclusion, et l'État ne produira pas de jalousie, et l'État ne produira pas, ne sera pas la source de conflits. Aujourd'hui, l'État est source de conflits. Le mode de gouvernance suivi par l'État mauritanien depuis 1978 est un mode de gouvernance absolument qui produit de l'exclusion. Vous allez me dire, vous avez été ministre. Bien sûr, j'ai été ministre, j'ai été gouverneur. Mais je suis responsable, aussi responsable que tous les autres responsables, tous les autres ministres, tous les autres présidents avec qui j'ai travaillé. Mais donc, c'est bien que maintenant, il y a, de mon point de vue, dans ce pays-là, il faut résoudre trois déséquilibres. Trois déséquilibres absolument dangereux qui sont en train de ronger la Mauritanie. Le premier, c'est le déséquilibre social. C'est ce qu'on appelle... Monsieur le ministre, nous y reviendrons. Nous avons assez de questions sur le... Oui. D'accord. Mais on parlait exactement du dialogue qui tarde à venir. Non, c'était pour vous dire que l'ampleur des problèmes aujourd'hui. Vous voulez dire que le dialogue s'impose? Que le dialogue, non seulement le dialogue, mais le débat national. Pas un dialogue. Un dialogue, c'est entre l'opposition et le gouvernement. Non, ça ne suffit pas. Il faut un débat national. Oui, dialoguons d'abord entre l'opposition et le pouvoir. Et puis, à quoi ça sert? Essayons de s'entendre sur un dialogue ou un débat national. Voilà. Je pense que les termes de référence que nous devons faire, ce sont des termes de référence pour un débat national. Et on doit dépasser le dialogue parce que le dialogue, nous sommes fort clos. Le dialogue est fort clos. Il ne peut plus résoudre les problèmes, quelle que soit sa valeur, quel que soit le sérieux avec lequel il va être mené, quelle que soit la volonté et la bonne volonté des partis, le dialogue ne suffira pas. Il débouchera nécessairement sur une sorte de congrès d'Alleg. Il faut reconvoquer le congrès d'Alleg pour que tous les problèmes dont j'ai parlé et dont je vais parler puissent être débattus et que l'État soit refondé. Que l'État soit refondé pour que nous sortions de la spirale de la dictature, de la spirale du hasard. Nous ne pouvons pas rester au hasard de tout celui qui vient. Il devient président, 3 ans après ou 4 ans après, il y a un autre qui le remplace. Et puis après, non, cette spirale, nous devons sortir de cette spirale. Oui. Et ce qui peut nous faire sortir de cette spirale, c'est non pas un dialogue, mais un débat national de refondation de l'État pour que les Mauritaniens répondent à une question très simple. Voulons-nous vivre ensemble ou non? Voulons-nous que la Mauritanie soit comme ça ou comme ça? Voulons-nous partager la Mauritanie? Il y a des questions qu'il faut absolument se poser sans aucune gêne. Sans aucune gêne. Et ça, ce n'est pas un débat national, ce n'est pas un dialogue national. Le dialogue national, de mon point de vue, je ne suis pas le forum, je ne parle pas au nom du forum, mais de mon point de vue, en tant que témoin de l'évolution de la Mauritanie depuis pratiquement 4 décennies, je pense qu'il faut revenir à la case départ et il faut refonder l'État mauritanien sur de nouvelles bases, débattues,
pour éviter que les débats politiques ne viennent toujours avant le débat culturel, avant le débat, la définition des référentiels, et que donc ces référentiels nous tirent toujours en arrière en nous disant vous m'avez oublié, revenez, pour me définir, en arrière pour me définir, et en ce moment-là, nous allons continuer à piétiner, nous allons continuer à nous égarer, nous allons continuer à naviguer à vue sans bouée. Oui. Monsieur le ministre, avez-vous posé cet argument lors d'une rencontre du forum, par exemple? Et quelle était la réaction de vos partenaires politiques? Ils ne sont pas loin de ça. Ils ne sont pas loin de cette idée. Voilà. Non seulement, il y a 2 jours ou 3, le président de la République a déclaré qu'il a toujours appelé pour un dialogue inclusif et que c'est l'opposition qui refuse. Et du côté de l'opposition, c'est le contraire. C'est le pouvoir qui refuse. Moi, où sommes-nous exactement? Moi, je ne peux pas être en contradiction avec moi-même en tirant à boulet rouge sur le président, c'est Mohamed El Abdelaziz. Je ne peux pas me mettre en contradiction parce que j'appelle au débat. Et celui qui appelle au débat ne peut pas exclure. Personne n'est à exclure. Personne. Il n'y a pas d'invective, il n'y a pas de... il faut que nous partions tous du fait que nous sommes des Mauritaniens, que nous voulons tous du bien pour la Mauritanie, et donc que nous évitons de nous incriminer les uns les autres. Mais je peux dire néanmoins que Mohamed El Abdelaziz, s'il dit ça, il a oublié qu'à Dakar, on s'est entendu sur un certain nombre de points, dont il n'a respecté qu'un seul, celui de l'élection. Et lorsqu'il a été élu, il a jeté l'échelle. Il est monté, il a jeté l'échelle, il a retiré l'échelle et il a laissé les gens. Il devait y avoir énormément de points qui allaient, dont la discussion aurait pu déboucher sur des solutions négociées, des solutions convenues ensemble. Et donc, ça nous aurait évité la débâcle dans la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Plus tard, il a appelé également à la... C'est un jeu de cache-cache. Mohamed Abdelaziz fait un jeu de cache-cache. Ce n'est pas sérieux. S'il se met dans l'idée du président, il doit, quand il dit je veux le dialogue, il doit réellement le prouver. Il doit le prouver par les actes. Ce n'est pas en envoyant 3 ou 4 ministres pendant 2 heures de temps et puis il se retire, il dit je veux qu'on respecte la loi parce qu'il y a une loi électorale qu'il faut respecter. Et maintenant, est-ce qu'il a respecté la loi électorale? Ce qui lui a permis maintenant de reculer l'échéance de l'élection du Sénat jusqu'à 6 ans. Il pouvait faire autant pour reculer les élections présidentielles pendant 4 mois, 3 mois, 2 mois, 5 mois, pour permettre aux gens de participer, l'opposition de participer, pour permettre aux gens de se mesurer réellement. Je ne suis pas sûr que nous aurions gagné les élections présidentielles. Mais c'est lui qui aurait gagné peut-être. Il aurait gagné doublement en gagnant à être président et en nous désarmant nous complètement. Et il s'est privé de cet avantage en allant, comme Don Quichotte, faire ses élections tout seul. Alors, donc, la conclusion que nous tirons de tout ça, c'est que Mohamed Abdelaziz ne veut pas de dialogue. Il ne veut pas de dialogue. Maintenant, qu'est-ce qui empêche? Comment il peut demander le dialogue et tirer à boulet rouge sur des gens de l'opposition, fermer des entreprises, transférer les titres miniers, les permis d'exploitation, alors que des gens ont déjà dépensé des dizaines de millions de dollars, exploité une mine, donner les permis d'exploitation à quelqu'un d'autre, surtout proche de lui, fermer une entreprise parce qu'il lui a mis un impôt qu'elle ne peut pas, manifestement qu'elle ne peut pas payer, fermer une clinique, faire des redressements fiscaux contre la Sogeco tous les jours, redressement fiscal, c'est redressement fiscal. Quelqu'un qui fait ça, quelqu'un ne veut pas donner la preuve de sa volonté de vouloir dialoguer.
Et donc, si M. Mohamed Abdel Aziz veut réellement le dialogue, il n'a qu'à le prouver. Il n'a qu'à le prouver. Et il n'a qu'à demander à l'opposition de lui donner les conditions dans lesquelles elle estime qu'un dialogue peut se dérouler convenablement. Et nous l'avons déjà fait. Nous avons maintes fois écrit pour dire il faut ça, il faut ça, il faut ça pour établir la confiance. Maintenant, le problème n'est pas un problème de dialogue. Tout le monde est d'accord ou pas d'accord, mais ça n'ajoute rien, ça n'attranche rien à la chose. L'essentiel aujourd'hui, c'est la confiance. C'est comment rétablir la confiance. Alors, discutons pour savoir comment rétablir la confiance. Si on arrive à définir les conditions pour rétablir la confiance, nous allons vers le dialogue. Mais si on ne discute même pas les conditions pour le rétablissement de la confiance, ce n'est pas la peine d'aller au dialogue parce que personne n'a confiance en personne. Très bien. Monsieur le ministre, dans un récent article paru dans la presse, vous avez fait remarquer que l'esclavage en Mauritanie est une cause mal défendue. Qu'est-ce qui vous fait dire cela exactement, monsieur le ministre? Je l'ai dit parce que c'est un problème, l'esclavage en Mauritanie existe sous forme de séquelles et sous forme de vestiges. Il n'y a pas le mode de production, le mode de comportement, le mode de fonctionnement de la société n'est plus fondé sur l'esclavage. Parce que nous avons une société tridimensionnelle, féodalo-esclavagiste dans les campagnes, c'est évident. Puis dans les villes, nous avons une sorte de formation capitalistique qui émerge. Et nous avons, surtout dans certaines parties du pays, un système féodal au sens médiéval du terme. Donc, c'est dont nous avons besoin partout en Mauritanie, nous avons besoin d'une révolution silencieuse. Parce qu'une révolution violente, ce n'est plus le temps de révolution violente, nous avons besoin d'accomplir nous-mêmes cette révolution contre nous-mêmes, contre nos comportements, pour supprimer les inégalités. Parce que quoi qu'il en soit, ce qu'on appelle aujourd'hui les halatin, c'est que certains, comme Biram, dont je réclame la libération, parce que ce n'est pas parce qu'il défend mal une juste cause qu'on doit l'emprisonner. Je ne suis pas d'accord avec Biram du point de vue de sa méthode. Il y a certaines choses que je lui reproche, je lui ai toujours dit ça, mais ce n'est pas une raison de nier la cause pour laquelle Biram se bat. Et nous nous battons tous, beaucoup de militants dans ce pays, dans le mouvement al-Harb, dans le mouvement des Kadihin, les libéraux mauritaniens, les démocrates, véritables démocrates mauritaniens, les hommes honnêtes mauritaniens, sont pour l'éradication systématique de ces formes, de ces vestiges d'esclavage, et pour la promotion d'une politique économique, une politique sociale, une politique culturelle, de nature à niveler systématiquement les inégalités sociales. Les inégalités sociales, parce que j'en ai parlé, il y a aujourd'hui l'une des principales inégalités qui menacent ce pays, c'est l'inégalité de naissance. Qu'il y a une majorité de haratim. Évidemment, il y a un amalgame ici, il faut absolument revenir là-dessus. Il y a un amalgame que certains font. Tous les haratim n'ont pas été esclaves et ne sont pas descendants d'esclaves. Aussi, ne peut-on pas mettre les haratim dans le même statut social, parce que le président du Conseil constitutionnel, le président du Conseil économique et social, le président de l'Assemblée nationale, on les appelle haratin. Or, ce ne sont pas des haratin, parce qu'ils s'inscrivent désormais dans une échelle sociale, socio-économique, tout à fait différente de celle des haratin. On appelle haratin, le mot d'abord haratin veut dire ahardan. J'ai passé longtemps
J'ai pensé pendant longtemps que le mot hartani, ça veut dire hartari, ou bien hartani, qui veut dire la terre. Parce que le Pakistan, le Tadjikistan, etc., l'Afghanistan, ce temps-là signifie terre. Mais il semble, selon les étymologistes berbères, les anthropologues berbères, surtout de l'Azawad, que le mot hardan vient du mot berbère hardan, qui signifie métis. Donc tous les haratins... Qui signifie métis. Qui signifie métis. Donc tous les haratins n'ont pas été nécessairement des esclaves. Il y a des haratins, on connaît beaucoup, qui ne sont pas des esclaves. Il y a aussi des gens, des groupes qu'on appelle khadara, dans le Tagan et dans la Saba, qui ne sont pas des esclaves, qui ne sont même pas des haratins et qu'on appelle haratins. Parce qu'ils sont le teint, et ils sont situés sur une échelle sociale plus bas, un niveau social plus bas. Donc, le mot haratin aujourd'hui ne répond pas à un concept uniforme et ne signifie strictement rien du tout. Il a perdu absolument, en tout cas dans les villes, il a perdu son sens. Haratani, le docker du port de Nouakchott n'est pas un haratani, c'est un ouvrier. Le président du Conseil économique et social, ce n'est pas un haratani, c'est un bourgeois, c'est un grand bourgeois. C'est un grand commis de l'État et il s'inscrit dans une échelle sociale supérieure à la mienne. Moi, je ne suis qu'un petit bourgeois, lui, il est un grand bourgeois. Donc, cet amalgame-là, il faut absolument le résoudre et l'éviter. Deuxièmement, les esclaves. En ville, il n'y a pas d'esclaves. En ville, il n'y a pas d'esclaves. Les esclaves, ça se trouve, probablement, il y en a 7 000, 8 000. Je les estime à 7 000 à 8 000. C'est-à-dire les gens qui travaillent gratuitement pour d'autres. Pour des gens avec lesquels ils n'ont pas de rapport génétique. Ce sont les exploités. Oui. Ce sont des gens qui sont exploités, ce sont des esclaves. Mais les autres, les vrais haratins, c'est-à-dire les haratins des Adouaba, dans l'Aftout, dans la Folée, dans le Tagan, dans l'Ergueba, un peu partout dans la Mauritanie du Sud, sur la bande frontalière entre le Mali et la Mauritanie, ce sont là les véritables haratins, c'est-à-dire les véritables paysans, et leur problème n'est pas un problème d'esclavage, mais un problème d'exploitation de type féodal. C'est que ce sont des gens qui entretiennent par rapport à la terre un rapport indéfini, ils exploitent la terre, mais comme la terre appartient à des collectivités, elle est souvent gérée au profit des familles régnantes de ces collectivités-là. Bon, il semble que cette rente en nature dans les zones de la Folée, etc., n'existe plus, parce qu'il y a une péjoration climatique qui a tué toutes les potentialités agricoles dans ces zones-là. Mais le rapport de dominant-dominé dans ces zones-là est devenu un rapport qui s'inscrit dans l'univers mental et qui fait qu'il y en a qui ont un statut péjoratif, et d'autres, il y a des demi-dieux et des demi-bêtes. C'est absolument le cas de le dire. Et ça, c'est absolument inacceptable. Si bien que dans ce pays, il y a un appel de fou à l'émancipation, à l'égalité et à la dignité. Il faut que nous puissions assurer à toutes ces couches sociales, dont les ma'allimines, exactement, dont les ma'allimines sont les plus méprisés et les plus injustement méprisés parce que ce sont eux qui sont le fondement de la civilisation, toute la civilisation, aussi bien matérielle que culturelle. Donc, ce monde, si vous voulez, ce tiers état, c'est absolument un tiers état. Il y a plusieurs couches sociales, plusieurs castes qui sont absolument méprisées, qui sont dominées,
qui sont l'objet d'un mépris mortel et d'une misère mortelle. C'est pourquoi il y a ce que j'appelle l'inégalité de naissance. Dans la répartition de la richesse en Mauritanie, il y a une inégalité de naissance extrêmement grave, doublée d'un mépris mortel pour les couches sociales, les haratin, les ma'admin, etc. C'est pourquoi il y a un appel, il y a une révolution en sourdine à laquelle nous ne pouvons pas fermer les oreilles. Parce que si nous fermons l'oreille à cet appel à la dignité, à cet appel à la justice sociale, à cet appel à l'émancipation, ça va nous éclater cela à la face et nous allons à un moment où on ne s'y attend pas. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux et c'est ça qu'il faut éviter. Et quelle est la solution préconisée exactement pour cette situation? Il faut promouvoir une éducation gratuite, assurée dans la même qualité, avec les mêmes ressources, dans les mêmes conditions. Ce qu'on appelle l'éducation privée, où les écoles privées ont tué et sont des sources d'inégalité absolument criantes. Il faut, si on retient les écoles privées, il faut que l'école privée veille à ce que l'école publique soit de la même qualité que les écoles privées. Deuxièmement, il faut promouvoir une agriculture, si vous voulez, fondée sur les mérites et fondée sur une propriété terrienne aux mains de ceux qui exploitent la terre à ceux qui la travaillent, même si L'art de l'humanahyaha, comme on dit. la terre à ceux qui la travaillent. Vous avez aujourd'hui énormément dans les zones, certaines zones de Mauritanie, si les haratin, un groupe de haratin va pour réaliser une digue de retenue d'eau parce qu'il est exclu d'un barrage quelque part, les maîtres de la tribu, les chefs de tribu, la tribu refuse, conteste, lui l'empêche. Je connais des cas de personnes qui ont réalisé des digues et qui ont été empêchées. Vous avez le cas de Cheikh al-Hamir, vous avez le cas d'Agmemine, qui a été résolu, semble-t-il. Vous avez les cas dans la folie, un peu partout. Je ne veux pas personnaliser les choses, mais il faut qu'il y ait des aménagements et que ce qu'on appelle les haratin, qu'ils bénéficient d'aménagements pour eux, parce que les barrages qui ont été réalisés par la Société des Français des Travaux en 1958-59 ont tous été détruits. Et on a empêché les adouabas qui sont situés à leur proximité, on les a toujours empêchés de les reconstruire. Pourquoi? Parce qu'on craint que lorsqu'ils les reconstruisent, qu'ils vont se prévaloir d'un droit conforme à la loi actuelle, la loi de 1983, qui dit que les terres, quand les terres immatriculées au nom des chefs et notables, est réputé avoir été consenties au profit de tous les membres de la collectivité qui ont soit contribué à la mise en valeur, participé à la mise en valeur de l'exploitation, soit contribué à la pérennité de l'exploitation. Cette disposition de la loi fait que certaines familles féodales refusent à leur haratin entre griffes de reconstruire les barrages parce qu'ils craignent que la loi leur donne le droit. Alors, si on ne veut pas reconstruire ces barrages, il y en a beaucoup, surtout dans la folie, dans les Hods, si ces familles ne veulent pas que les haratin reconstruisent, que l'État favorise la maîtrise des eaux de surface par la construction des digues et des barrages au profit des adouabas pour qu'ils puissent vivre et qu'ils puissent disposer du droit de propriété terrienne. Ça, c'est une condition de réhabilitation sociale. Mais il faut aussi une véritable démocratie, pas une démocratie clonée. Il faut une démocratie. Il faut que la démocratie soit réelle. C'est-à-dire qu'on supprime le mandarinat électoral.
les Adouaba, aujourd'hui, sont devenus des bastions électoraux. Il y a des gens qui se pavanent ici à Nouakchott lors des élections et qui disent « Moi, j'ai 50 Adabay, j'ai 2 Adabay, j'ai 4 Adabay, je les vends sur les marchés électoraux, si vous voulez qu'ils votent pour vous. » Mais c'est une aberration. Absolument. Parce qu'ici, on s'aperçoit que la démocratie sert le système féodal. Ouais. Et donc, il faut une véritable démocratie. Il faut sensibiliser, éduquer, mettre l'accent sur tous ces aspects d'éducation, de sensibilisation pour que les haratim, les paysans, les ma'almin puissent avoir confiance en eux-mêmes, puissent être fiers d'eux-mêmes. Et les gens ne sont pas fiers, les gens ont honte de leur identité. C'est ça le malheur. C'est un complexe d'ailleurs. Oui, mais c'est tout à fait normal parce que imaginez que c'est la culture féodale qui a fait ça. Pourquoi le forgeron est plus convaincu que moi du fait qu'il est peureux, qu'il est né peureux, qu'il est né gourmand, qu'il est né pressé, qu'il est né menteur? Il est plus convaincu de ces fariboles que moi-même qui les ai créés pour la servir. C'est parce que les artisans, les admis, fabriquent des fusils. Ils fabriquent les fusils, ils fabriquent les couteaux, ils fabriquent les armes. Donc il faut absolument inculquer dans leur esprit un excès de complexe d'infériorité, qu'ils se croient peureux, qu'ils se croient incapables de tout, pour qu'ils n'aient pas l'instinct d'utiliser les armes. Très bien. Monsieur le ministre. Et ça vous donne une idée de la manière dont les classes dominantes, c'est-à-dire la féodalité en Mauritanie, parce que la bourgeoisie en Mauritanie n'existe que dans les coffres. Mais dans la mentalité, tout le monde est imbibé de l'esprit féodal. C'est pourquoi la féodalité a enraciné dans ces castes qui appellent aujourd'hui à l'émancipation, qui appellent à se libérer du carcan culturel féodal, a inculqué un complexe d'infériorité extraordinaire, a inculqué le mépris de soi. Ce sont des gens qui se méprisent. Quand vous écoutez deux Hatani qui se parlent, l'un d'eux dit à l'autre « Ta'bid », un vulgaire esclave. Ce sont eux qui se parlent comme ça, parce que leur mentalité a été façonnée de cette manière. Le micro, voilà. C'est bien. C'est bien. Oui, on s'excuse. Oui. Je voulais tout simplement attirer votre attention, sinon, que vous inspire ce va-t-en-guerre du gouvernement, de l'État actuel, contre les séquelles de l'esclavage, ou l'implication de tous les imams, l'unification de la khutba et tout ça. Vous qui êtes connaisseur de... Non, contre l'esclavage, je pense que, sincèrement, l'État fait ce qu'il peut. Le gouvernement fait ce qu'il peut. Avec l'agence, il y a des choses qui se font, mais l'esclavage ou le polissement social n'est pas l'œuvre du gouvernement actuel. Il n'est pas l'œuvre, n'est pas votre œuvre, il n'est pas mon œuvre. C'est l'œuvre de tout le peuple mauritanien. Et donc, mais le gouvernement mauritanien ne peut strictement rien faire. C'est pourquoi je souhaite, je propose, je suggère qu'il y ait un débat national sur ces questions. Un débat national sur cette question, puis c'est la question nationale, c'est la question des rapports interethniques. Nous pensons qu'il n'y a pas de problème dans ce domaine. Mais les intéressés eux-mêmes pensent qu'il y a des problèmes à résoudre. Tant qu'ils pensent qu'il y a des problèmes à résoudre, il faut en discuter pour savoir si réellement il y a des problèmes ou s'il n'y a pas de problème, etc. Alors, je crois que ce qu'il faut pour faire accoucher, encore une fois, faire accoucher la société mauritanienne, c'est une révolution. Une révolution sur la base d'un consensus. C'est la base d'une prise en charge de toutes les forces politiques, d'un accord national, d'un débat national.
aucun gouvernement, quelle que soit sa bonne volonté, quelles que soient les ressources qu'il mettra, ne pourra décréter les changements de mentalité. Il faut que le remue-ménage, il faut que la cendre soit remuée par toutes les forces politiques, y compris le gouvernement. C'est pourquoi je pense que j'insiste toujours pour dire qu'il faut un débat national. Ce sont des questions plus profondes, plus lourdes, des enjeux beaucoup plus graves que des questions simples qui peuvent être résolues par un dialogue entre forces politiques, entre des partis politiques et un gouvernement. Très bien. Monsieur le ministre, pensez-vous, notre unité nationale exactement, est-elle menacée actuellement? Oui, notre unité est menacée. Notre unité est menacée ne serait-ce que par les extrémismes. Les extrémismes de tout bord. Dans ce pays, il y a des extrêmes. Et ces extrêmes, qui sont du reste tout un phénomène ordinaire dans toute société, ont pu jouer et ont pu causer des dégâts énormes sur la Mauritanie, sur le peuple mauritanien, parce qu'il n'y avait pas de force au centre, d'une part, et parce que d'autre part, il n'y avait pas un gouvernement capable de gérer la diversité. Les régimes militaires sont incapables de gérer la diversité. Ils sont capables de faire la guerre, ce sont des patriotes, ce sont des gens extraordinaires, des généreux, qui sont très très bien, mais ils sont incapables de gérer la diversité. Et ils sont incapables d'instaurer un État sans lui trouver une base idéologique, une justification idéologique, et sans créer de l'exclusion. Oui, monsieur, justifiez-vous exactement. Oui. Justifiez-vous, s'il vous plaît. Quand vous dites les militaires, c'est-à-dire qu'ils sont là depuis 1918. Oui. Ils n'ont pas pu mettre les bases, si vous voulez, d'une nation. Ils n'ont pas pu. Ils ont sauvegardé l'État, les mythes de l'État, mais ils ont, au fur et à mesure, détruit l'État, les mythes de l'État. Ils l'ont reconstruit, ils l'ont sauvé, puis ils ont commencé à l'éroder. Il y a une érosion, il y a eu, depuis 1978, une érosion de l'État par la dégradation des comportements individuels et collectifs, par le mode de définition des politiques, par le mode d'association et de concertation, par tout ce que vous pouvez imaginer comme pratique qui déroge aux règles générales de bonne gouvernance dans l'État. Bon, on peut faire des livres là-dessus, mais ce n'est qu'un point de vue. Je pense que les régimes militaires, quand bien même ils ont rendu service en sauvant chaque fois l'État de la catastrophe, ils ont commencé immédiatement à éroder la base de cet État-là pour l'amener parfois à des situations extrêmement dangereuses. Très bien. Monsieur le ministre, l'Union européenne vient de prendre fait et cause pour le leader d'Iran. S'agit-il, comme le pensent certains, d'un stratagème destiné à influencer le cours des négociations sur l'accord des pêches ou une mixation dans les affaires intérieures du pays? Que pensez-vous exactement? Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas du tout. Vous ne pensez pas que... Ça a été dit, ça a été insinué par M. Mohamed Abdelaziz dans sa conférence de presse. Je pense que ce sont des procédures ou des procédés de bonne guerre. Mais je ne pense pas. Je crois que l'Union européenne a d'abord les moyens d'aboutir à ce qu'elle veut, parce que l'Union européenne finance énormément de projets. Il a beaucoup de pression qu'elle peut faire, beaucoup de moyens de pression qu'elle peut faire sur la Mauritanie, sans utiliser le cas de la pêche ou la BD. Ensuite, je pense que personnellement, en tant que Mauritanien, je n'ai pas été, j'ai je n'ai pas été très fier de cette déclaration de ce côté-là. Je crois que l'Union européenne a raison. Elle a raison de s'intéresser au sort des personnes victimes d'injustice. Parce qu'aujourd'hui, le monde est un.
c'est un village. L'Union européenne est un ensemble de pays fondés sur des valeurs cardinales de tolérance, de démocratie, de liberté, et qu'il est tout à fait normal qu'il soit chatouillé par l'emprisonnement absolument arbitraire de n'importe quelle personne. Ça aurait été quelqu'un d'autre, l'Union européenne aurait fait la même chose. Ce n'est pas parce que c'est Biram Oulabeydi. L'Union européenne n'a pas de contrat personnel avec Biram Oulabeydi. C'est un citoyen quelconque, un citoyen du monde, qui est arbitrairement détenu. Parce qu'encore une fois, Biram Oulabeydi n'était pas. Ce n'est pas lui, la marche, ce n'est pas lui qui l'a organisée. Ce sont des gens qui ont organisé la marche. Et lui, il n'a fait que les accueillir. Et donc, beaucoup de gens, d'aucuns disent que l'arrestation de Biram Oulabeydi était programmée, plutôt programmée depuis quelque temps déjà. Je ne dis pas que ce soit vrai, mais ce dont je suis par contre convaincu, c'est que on aurait pu laisser la marche inaperçue. On aurait pu laisser la marche inaperçue au lieu de lui donner de la publicité. Mais encore une fois, Biram Oulabeydi, comme toutes les victimes de l'arbitraire, en les emprisonnant, en les torturant, en les faisant subir les supplices, on ne fait que renforcer leur mythe. Ce qui crée les mythes des hommes, c'est leur ennemi. Bien sûr. Et n'eût été les 25 ans que Mandela avait fait en prison, il serait comme n'importe quel membre de l'ANC. Et donc, parfois, les gouvernements font des choses, ils aboutissent au contraire des résultats auxquels ils s'attendent. Ils pensent qu'ils vont pénaliser, qu'ils vont faire mal à Biram Oulabeydi, alors qu'ils le grandissent. Ils le grandissent, ils le mystifient, ils en font un mythe. Et lui, il ne peut qu'en jubiler, parce que même en prison, il travaille, parce qu'en prison, on parle de lui, c'est ce qu'il veut. Oui, mais... Même si Biram adopte une méthode erronée, et si parfois il a des excès, il n'en demeure pas moins que la cause pour laquelle il se bat est une cause juste. Et ça, il faut que nous le comprenions, surtout nous les Noirs. Nous avons une façon de traiter les choses qui est absolument idiote. Je m'excuse de le dire, mais nous disons toujours, non, pourquoi nous indexer? Parce que les Soninké ont des esclaves, les Alpulaar ont des esclaves, les Wolofs ont des Mabo. Mais non, ce n'est pas parce que les Soninké sont esclavagistes que nous devons justifier. Ça ne justifie pas que nous soyons esclavagistes nous-mêmes. Pas du tout. Balayons devant notre porte. Il faut que chacun balaye devant sa porte. Ensuite, nous devons balayer devant notre porte commune qui est la Mauritanie. Et ensuite, l'enjeu pour nous, Bédan, nous, moi, il faut parler clairement. L'enjeu pour nous est beaucoup plus important que pour les Alpulaar, les Soninké et les Wolofs. Les Soninké n'ont pas assimilé culturellement leurs esclaves. Les Alpulaar n'ont pas assimilé culturellement les esclaves. Nous avons assimilé culturellement les esclaves. C'est pour nous un acquis humain et économique considérable, cette énergie que nous avons, dont nous avons enrichi le monde arabe, dont nous avons enrichi l'ethnie arabe en Mauritanie, dont nous avons enrichi l'arabité, si nous ne sommes que pour l'arabité. Comprenez? Et nous devons absolument nous dire qu'il est temps. Il est temps que nous payions le prix de la force que nous avons utilisée pour assimiler ces gens-là culturellement et les rendre des Arabes en payant par notre intelligence, notre dévouement, notre tolérance, surtout notre sacrifice. Il faut que ces gens... Les haratins, c'est beaucoup plus cher que quelques sacs de sorgho, c'est beaucoup plus cher que
c'est très très important pour nous, les Haratin. Alors, c'est bien qu'il y a des nations, il y a des chauvinismes qui se tuent eux-mêmes. Vous comprenez? Et ça, c'est pas conséquent. Ah, mais j'aime les Haratin parce que je suis un moi, parce que eux, ce sont des mots. Bien sûr. Vous comprenez? Parce que je les ai assimilés culturellement. Parce qu'ils sont de la même culture que moi. Et pour cette raison-là, je dois payer le prix pour niveler l'inégalité que j'ai créée moi-même entre moi et eux. Tout à fait normal. Vous comprenez? Oui. Ça, c'est une logique. C'est comme les gens qui se sont battus les années 90-91 contre les Alpulaar en voulant les massacrer. Il dit, vous vous trompez, vous le faites au nom du nationalisme arabe. Or, le nationalisme arabe, est-ce que c'est mieux pour le nationalisme arabe? Est-ce que ça honore le nationalisme arabe que ce flambeau, si flambeau il y a, que nous avons amené, nous avons apporté sur cette terre, le flambeau de l'arabité et de l'islam, est-ce que c'est mieux pour nous de l'éteindre dans le fleuve, en massacrant les gens inutilement et en faisant des choses horribles qui sont complètement contraires à la mission, à notre mission civilisatrice? Vous comprenez? Il y a des gens qui vont ce soir penser que j'ai dit ça par souci électoral, pour me rapprocher des Haratin ou pour me rapprocher des Alpulaar, mais ce n'est pas vrai. Je suis le fils de Talib Mohamed al-Bil'amash, de Cheikh Sdelem el-Habib, de Ma'youf, de Shia al-Mansour, de Bayan al-Ahkam. Je suis un mort typique, je suis depuis 8 siècles sur cette terre-là. Je suis un mort pur, je suis fier d'être mort, j'aime les morts, j'aime mon ethnie, ma race. Vous comprenez? Mais parce que j'aime les miens, que je tiens à ce qu'ils ne fassent que de bonnes choses, et à ce qu'ils ne fassent que des choses dans leur propre intérêt. Qu'on ne se laisse pas endormir sur l'oreiller jusqu'à ce qu'un jour ça éclate. Et quand ça éclate, on ne sait pas ce que ça va donner. Très bien. Monsieur le ministre, quel commentaire vous inspire la récente revendication par les Flammes d'une autonomie pour les provinces du sud du pays? S'agit-il là aussi d'une juste cause mal défendue? Je pense que ça vaut la peine d'être discuté. Ce n'est pas la peine de tourner le dos à cette question-là. Il faut absolument la discuter. Mais je voulais poser une question aux gens du Flamme et à ceux qui parlent de l'autonomie, etc. Où est la région de Mauritanie où les négro-africains, ce qu'ils appellent négro-africains, sont majoritaires? Où? Dans quelle région du pays? Il y a 13 régions du pays. Quelle est cette région du pays où on peut donner l'autonomie parce qu'elle est en majorité Alpulaar, en majorité Soninké, en majorité Wolof? Il y a 3 départements, probablement, peut-être 4 départements dans lesquels les Alpulaar sont majoritaires. Et où les Soninké sont majoritaires. C'est les Babi, où les Soninké sont majoritaires. Il y a Kaïdi, Mban, probablement Bababé et Bogué, c'est 4 muqata'a dans lesquels les Alpulaar sont majoritaires. Mais toutes les 54 autres muqata'a du pays et toutes les muqata'a de la vallée du fleuve, la majorité, c'est des Mois. Vous comprenez? Alors, si on veut créer une autonomie, c'est bien, c'est une base d'une ligne de partage ethnique, sociolinguistique déterminée. Cette ligne n'existe pas, il n'y a pas de ligne de partage. Est-ce qu'on va donner l'autonomie aux gens du Haraïbe, aux gens du Lao, aux gens du Hebiabé Labé, aux gens du Bousséa, donner une autonomie à ces gens-là pour vivre ensemble? Où est-ce qu'on va placer, renvoyer les Degbambre qui possèdent des terres immenses, les Aulad Mansour, les Aulad Aïd, les Mboti, les Idab Hassan, les Aulad Lab, les Aulad Siyid, les Litama, les Tajounites, de l'autre côté, c'est les Babi. Ça, c'est une question qui je dis bien, qui ne mériterait pas d'être discutée, mais il faut la discuter. Je pense, en revanche,
que ce mouvement, s'il revendique une forme de décentralisation, qui ne soit pas loin de la fédéralité ou de l'autonomie, la plus poussée possible, pour permettre à des entités, à des entités régionales de se prendre en charge, de manière à assurer leur propre éducation, à assurer leurs propres besoins en santé, en matière d'aménagement, etc. Aussi, faut-il tenir compte de ce que j'ai appelé le déséquilibre géographique. Il est certain que la vallée du fleuve, que les Mois sont plus riches, en général, sont plus riches que les Alpes et les Wolofs. Il est absolument certain que la vallée est plus misérable que le reste du pays. Il est non moins vrai que la plupart des investissements immenses qui ont été faits pour la réalisation des aménagements dans toute la vallée du fleuve ont été, par la complaisance des gouvernants, ont été détournés par la féodalité négro-africaine, par les familles dirigeantes un peu partout dans la... Et que désormais, il faut absolument revoir la politique agricole de manière à privilégier l'action au profit des communautés et pour la suppression du métayage pour attribuer des terres aménagées aux métayers et surtout envisager une politique agricole qui est fondée sur la considération que l'agriculture est une activité non pas économique mais une activité sociale. C'est-à-dire revenir au principe de la subvention de l'État. Et en ce moment-là, transférer au terme d'une politique d'aménagement du territoire, transférer des ressources de l'État vers la vallée du fleuve Sénégal et surtout éviter d'importer des investisseurs étrangers qui risquent de créer des latifondiens, un système latifondiaire dans la vallée du fleuve Sénégal, dans la rive mauritanienne, et qui donc risquent de transformer les communautés en ouvriers agricoles. Parce que la loi dit justement, que les intérêts des petits exploitants sont sauvegardés. Au terme d'une politique de dosage et de dimensionnement des exploitations qui jusqu'à présent ne sont pas dimensionnées, la petite, la moyenne et la grande exploitation. Et donc envisager une politique agricole qui tienne compte de l'ensemble de ces impératifs. Impératif de priorité des populations dans la vallée, impératif de subvention de l'activité agricole, impératif d'aménagement au profit des communautés négro-africaines dans la vallée du fleuve Sénégal, en particulier au profit des groupes qui ont été installés à la place des communautés qui ont été expulsées en 1989. Ainsi, on arrivera à amoindrir, à amortir, à niveler l'inégalité géographique que j'appelle. Mais attention, je ne pense pas que ce soit le seul déséquilibre géographique parce que en partant de Vassala jusqu'à Magdalajar à peu près, jusqu'à Sangarave, on est dans une Mauritanie antique. Et après, on commence à être dans une Mauritanie plus ou moins moderne, avec des antennes paraboliques, avec des maisons en béton, avec des portes bleues ou des portes. Donc, là aussi, il y a une Mauritanie qui marche à 2 vitesses. Pourquoi? Parce qu'il y a une accumulation de richesses au nord du pays. La fortune nationale est à 90% concentrée au nord du pays, pour 10% de la population. Et 10% de la fortune nationale se trouve au sud de la rue de l'Espoir pour 90% de la population. Ça, c'est un déséquilibre géographique extrêmement grave qui ne peut être pallié que par une politique conséquente et suivie d'aménagement du territoire. Il faut transformer l'agence Terre d'Amoun en délégation nationale pour l'aménagement du territoire pour aussi non seulement procéder au rattrapage, rattrapage des zones de la vallée, mais aussi au rattrapage au profit des zones de l'Est
le Hod Sharqi, le Hod al-Qarbi, ce sont des gens qui meurent de faim. Surtout quand il y a la moindre famine, la moindre sécheresse, ce sont des gens qui souffrent 10 fois plus que les autres populations. Et ça, c'est absolument injuste. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'État répartit les richesses équitablement par une politique de transferts sociaux en direction principalement des Adwara et des Haratim, que ce ne soit pas la politique ou les discours, mais plutôt une réalité. Quand par une politique d'aménagement du territoire, il rééquilibre les régions, et quand il met l'accent sur l'agriculture dans la vallée du fleuve Sénégal, en ce moment-là, il n'aura plus besoin de parler de... Quand les gens sont égaux, tous les citoyens mauritaniens sont égaux devant la loi. Quand ils sont égaux à bénéficier de la répartition de la richesse nationale, quand ils sont égaux à l'école, quand ils sont égaux au centre médical, il n'y a plus un besoin de fédération, il n'y a plus un besoin d'autonomie, il n'y a plus un besoin de lutte contre ceci ou contre cela, parce que les citoyens sont égaux. Et le problème, c'est que la source des revendications, la source des révoltes, la source de la gronde populaire, des Haratim, des Kouar, des gens de l'Est, des Ma'almin, c'est l'inégalité en matière de répartition des opportunités publiques. Répartissez convenablement les opportunités publiques, que l'État ne soit plus l'État de telle ou telle tribu, de tel ou tel groupe, de telle ou telle région, que les ressources de l'État soient bien réparties, et vous verrez, il n'y aura plus de gronde, il n'y aura plus de... Absolument. Donc, tout revient au mode de gouvernance. Notre problème, la source de tous nos problèmes, la source de tous nos dangers, c'est la malgouvernance. Ça, que les gens le sachent, que les gens l'ignorent, que les gens l'oublient, que les gens fassent semblant de l'ignorer ou de... C'est ça la vérité. Très bien. Votre intervention tout à l'heure m'amène à vous poser cette question en tant que spécialiste de la Mauritanie. Une question sur le foncier. Quels sont ces enjeux actuels des deux côtés, morts et noirs, de la question de l'esclavage, des Haratines et de la société de casse dans la vallée, le passif humanitaire? Le problème foncier, la question foncière, ou des régions foncières en Mauritanie, continue jusqu'à présent, aussi bien dans la vallée du fleuve que dans la Mauritanie, dans les zones pluviales, les régions foncières continuent à être en régime de type féodal. C'est-à-dire que la terre est exploitée par des gens, essentiellement ou exclusivement par des bras, et il y a d'autres gens qui en bénéficient principalement. C'est la raison pour laquelle ce régime il y a eu des manifestations de mécontentement, dont le premier a eu lieu en 1957 à Yengi, à côté de Boustaïla. En 1957 1957, au village de Yengi. Il y a eu en 1980 un soulèvement à Kabra, dans le département de Barkéol. Il y en a un en 1981 à Mabrouk, à Tamchikat. Et tout récemment, il y a eu un incident beaucoup plus grave à Dembel Atshan, dans le département de Kifou. Un peu partout, les Haratim, les paysans, c'est-à-dire les cultivateurs, dans la zone pluviale, ont manifesté le malaise et surtout le désir d'avoir un statut foncier sécurisé. Pour cette raison, en 1983, le gouvernement a eu le mérite de promulguer une ordonnance qui avait énoncé des principes nobles. Un principe qui était la suppression de la teneur traditionnelle des terres, l'individualisation de la propriété collective au profit de manière égale et un certain nombre de mesures comme ça. Ce sont Donc, à partir de 1983, l'État a pris option. En 1985,
une ordonnance d'août 1985 que j'ai rédigée moi-même sur ordre des pouvoirs. En tant que wali à l'époque. Mais non, en tant que conseiller du ministère conseiller juridique du ministère de. Il y a eu une circulaire qui a provoqué un quiproquo énorme. Dans cette circulaire, on disait aux gens qu'il fallait encourager les gens à mettre en valeur les terres après une année de sécheresse et menacer les gens de donner leurs terres à d'autres s'ils ne les mettent pas, s'ils les laissent en jachère. Comme l'administration était aux mains de la plupart du temps de préfets qui venaient de sortir de l'école et qui n'avaient pas une formation suffisante, ils ont très mal, ces autorités-là ont très mal interprété la circulaire et ils ont donné les terres. Ça, c'est la première. Ils ont donné la terre à qui? Ils ont donné la terre à tous ceux qui voulaient la terre. Or, en ce moment-là, si vous voulez, on venait de découvrir les vertus de la riziculture avec une petite expérience qui a été tentée en début 1985 au niveau du département de Kermassi. Et tous les candidats à la riziculture, à des aménagements rizicoles, se sont riés vers les fleuves, vers Rosso, vers Bogué, vers Alec, vers Kaïdi, pour demander des terres. Et les autorités ont accordé, ont attribué des terres qui portaient des tiges. Or, la loi dit que les terres mises en valeur antérieurement en 1960 et qui portent encore des traces de mise en valeur appartenaient toujours à ceux qui les ont mises en valeur. C'est vrai. Il y a eu beaucoup d'abus. Et ces abus-là ont créé un malaise énorme dans la vallée du fleuve qui a été exploité par les mouvements extrémistes Al-Poula, principalement. Et plus tard, il y a eu la naissance du flamme à partir de certains mouvements, le Dynam, l'Empam, etc. Je vous épargne cette histoire-là. Alors, il y a eu donc la naissance du flamme et la tentative de coup d'État. Et depuis lors, il y a eu tous ces mouvements-là. Donc, le foncier est au centre des rapports, aujourd'hui, des rapports interethniques, dans la mesure où les communautés négro-africaines, qui ne sont pas les seules à avoir des terres dans la vallée, parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de tribus noires qui ont des terres dans la vallée du fleuve. Ils sont, prenez par exemple, depuis les Taqadjant, Azira, Kermassen, Oulad Benyouk, Oulad Bouali, Zambati, Oulad Aïd, Oulad Biri, Oulad Rab, Oulad Mansour, Iralin, Oulad Seyid, Oulad Naqmash, les Tama, Oulad Mhaïmdat, Dagbambre, toutes ces tribus-là ont des terres, énormément de terres. Et donc, le premier amalgame a été de faire croire à l'opinion publique internationale que les terres de la vallée appartenaient à des communautés négro-africaines. C'est faux. Mais, quand bien même les terres appartenaient à toutes les tribus, ce sont uniquement les tribus négro-africaines qui exploitaient ces terres et qui se sont sentis frustrés parce que c'était pratiquement leur unique source de vie. Oui. Et depuis lors, ça a été la source de tous les maux, de toutes les atrocités que nous avons connues et qui ont débouché sur les événements de 89, puis les événements de 91, 10, 91, etc. Et jusqu'à présent, ça menace encore de nous porter préjudice dans la mesure où l'État continue à attribuer des terres ou à menacer d'attribuer des terres à des groupes d'investisseurs étrangers, groupe Rajihi, saoudien Rajihi, il y a un groupe italien, également espagnol, il y a, semble-t-il aussi, nos frères saoudiens ont demandé 50 000 hectares quelque part dans le département de Bogué. Et donc, il y a une véritable peur aujourd'hui. Il y a 14 000 hectares qu'on semble vouloir donner entre la commune, entre le village d'Aermbar et le village d'Aergoléré. Donc, ça, c'est cette fièvre foncière remet toujours et crée toujours un grincement des rapports intercommunautaires et surtout des rapports entre les communautés, la communauté Al-Poula et les gouvernants monétaires. Alors, donc,
la terre pose deux problèmes. Dans la vallée, la contradiction principale, le conflit principal qui menace, c'est celui entre le système de gestion foncière qui est détenu principalement par les autorités centrales de Mauritanie et les communautés autochtones, ou dites autochtones, et dans une moindre mesure entre le système d'appropriation des terres traditionnelles, parce que les terres appartiennent à des familles. Bien sûr. Les familles des Ba, les familles des Khan, les familles, j'en passe. Et il y a énormément de paysans sans terre, des métayers, qui sont soit des machobés, ce qu'on appelle les machobés, c'est-à-dire les esclaves, soit uniquement ce qu'on appelle les Nyenyébé, c'est-à-dire les Awash, les basses classes, qui utilisent des terres et qui utilisent des terres en vertu d'un contrat de métayage. Ça, c'est une contradiction interne aux communautés et qui n'est pas très importante. Alors, dans la partie pluviale de la Mauritanie, dans les zones pluviales de la Mauritanie, il y a un système féodal d'exploitation dont j'ai parlé. Les Haratines sont les seuls à exploiter la terre et ils sont soumis à une rente directe ou indirecte en nature ou en argent. Et ce système-là polie les rapports entre les communautés et c'est lui qui constitue cette onde qui se propage en Surdine et qui se prolonge jusqu'à Nouakchott, jusqu'au centre urbain, où il y a une couche de jeunes semi-intellectuels Haratines, ou anciens Haratines, qui prend la chose. En fait, la revendication de Biram, la revendication du mouvement al-Har, la revendication de ce qu'on appelle les Haratines à Nouakchott et dans les centres urbains, ce n'est que les restes de la fumée dont ils ont suffoqué, comprenez, c'est les restes de l'intoxication dont ils ont été victimes de la fumée du mode d'exploitation féodale qui est évidemment en train d'agonie, mais qui existe encore. Très bien. Brièvement, Monsieur le ministre, comment voyez-vous l'avenir immédiat de ce pays et la crainte que vous avez toujours exprimée d'ailleurs concernant l'avenir des Bédales? Alors, moi je suis très très inquiet sur le sort de la communauté Bédale. Ce n'est pas parce que communautarisme. Certains penseront que je parle de ça. Non, j'aurais été aussi inquiet si j'étais alpulaar, ou si j'étais chinois, ou si j'étais... je pense que la société bédane vit une crise profonde, une crise de civilisation profonde. C'est une société qui a subi une sublimation. Vous connaissez la sublimation, c'est le fait de passer de l'état gazeux à l'état solide. Ça. Alors, nous avons pas, en termes civilisationnels, nous avons subi une sublimation culturelle. Nous sommes partis de l'état antique, nomade, à la modernité, aux portes de la modernité la plus insolente. Ouais. Et donc, nous avons ces vertiges-là qui fait que nous ne sommes ni ça, ni ce qu'il faut aujourd'hui, ni ce qui était avant. Ouais. Et donc, nous ressemblons à cette évolution, disons, un cataclysme des roches qui évoluent de manière à ce que la moitié soit en os et l'autre moitié soit silex. Nous sommes ça. Nous n'avons pas pu nous accommoder de ces vertiges, de cette situation, cette sublimation. Nous avons des problèmes énormes. Nous vivons au-dessus de nos moyens. Nous vivons au-dessus de nos moyens et nous sommes, comme nous nous retrouvons dans les villes, pour la première fois nous rencontrons, nous habituons peu à peu à une sorte de mythomanie. Mythomanie, c'est-à-dire le mensonge. Et le mensonge, nous avons perdu nos valeurs. Et nous n'avons pas encore eu le temps de nous adapter pour acquérir de nouvelles valeurs.
de nous. Ça, c'est la première menace qui pèse sur lui. L'hypocrisie, une sorte d'hypocrisie. Une sorte de nous ne nous sommes pas retrouvés encore. Nous sommes tombés du ciel, nous ne sommes pas retrouvés. Nous avons remonté des fins fonds de l'histoire pour nager sur l'eau de la modernité, la plaisance sonate comme je l'ai appelée, ouais. Et nous ne savons pas encore nager. Vous comprenez? Donc on fait semblant. La deuxième menace, c'est ce schisme horizontal qui nous... Bon, nous avons les haratin. Les haratin, c'est une très grande partie des morts, des bédans. Eux, ils disent, nous ne sommes pas bédans, nous sommes des arabes, peu importe. En tout cas, sur le plan culturel, sur le plan linguistique, ce sont des morts. C'est la même société. Qu'ils appellent morts noirs, ou morts blancs, ou morts bruns, ce sont des morts. Donc, ce schisme au sein de la communauté mort l'expose à des dangers, à des dérapages énormes. Non pas à des confrontations, parce qu'il n'y aura pas de confrontation, mais ça l'expose parfois à des secousses inutiles. Et surtout à un retard considérable, parce qu'il y a une énergie qui dort en nous que nous n'avons pas mobilisée. Avec les haratin qui font tout. Les haratin font la plomberie, ils font les menuiseries, ils font les garages, ils font l'eau, ils font les dockers, ils font les maçons, ils font les peintres. Les bédanes dorment à l'ombre de l'histoire, à l'ombre de leur propre histoire. Et ils ne savent pas quand ils vont avoir besoin de se réveiller. Ça, c'est extrêmement grave. Une race paresseuse qui ne sait faire que l'écriture ou les histoires, ou les racontes, ou changer de meubles, ou changer de boubou, ou changer de culture, ou changer de tellement. Ça, c'est une race qui est menacée. Aujourd'hui, le temps est précieux, le travail est précieux et il est aujourd'hui la seule source de richesse. Or, nous sommes les plus pauvres, potentiellement les plus pauvres. Nous sommes visiblement les plus riches, mais nous sommes visiblement, réellement les plus pauvres parce que nous sommes les plus paresseux, les moins travailleurs, les moins innovateurs dans le domaine du travail. Imaginez une famille dans laquelle il y a 7 filles qui est obligée de louer un cuisinier, de louer un blanchisseur, de louer quelqu'un pour les toilettes, de louer quelqu'un pour le thé. Alors que c'est une maison où il y a 7 filles. Ouais, vous ne pensez pas que c'est une crise de civilisation, que c'est énormément dangereux, ce qui est en train de se faire. Vraiment, c'est extraordinaire. Monsieur le ministre... Il y a plus que ça. Excusez-moi encore. Quand on fait les statistiques, j'en ai déjà fait depuis longtemps, mais 80% des familles mortes ont des enfants qui ne sont pas germains, des enfants de pères différents. 80% des frères sont des frères demi-frères, parce que en moyenne, tous les hommes ayant 50 ans se sont mariés plus de 3 fois. C'est extraordinaire. Et comme la société pèse tellement sur le foyer, comme il y a le foyer est sollicité plus qu'il ne faut, la famille est instable. Les familles sont absolument instables et les mariages ne se font que lorsque la femme a déjà perdu 7 à 10 ans de sa fécondité. Voilà, passons à autre chose, monsieur le ministre. Ce sont des menaces que Dieu nous préserve, monsieur. Que Dieu nous préserve, mais je pense que nous n'avons pas encore préservé. Monsieur, le district de Nouakchott vient d'être divisé en 3 wilayas distincts. Quel commentaire cette décision inspire-t-elle à l'ancien ministre et administrateur civil que vous êtes? Brièvement, parce que moi je signale que... Je ne suis pas très courageux quand il faut critiquer mes collègues. Non. C'est un projet qui a été fait par mes collègues. Je pense que Nouakchott est une ville, c'est une unité.
Et les statistiques ont prouvé que le taux d'instabilité, le taux de transhumance interne nouakchotoise touche plus de la moitié des foyers. Donc, non seulement ce phénomène de transhumance interne à Nouakchott, que l'unité de Nouakchott sur le plan opérationnel, sur le plan de la sécurité, sur le plan administratif, sur le plan de l'unité de gestion, de l'unité de gouvernance, je crois que Nouakchott aurait dû maintenir son unité. Et ce qu'on a fait en réalité, c'est une déconcentration territoriale. Or, on pouvait, au lieu de décentraliser territorialement, décentraliser les compétences. Même en créant trois super préfets qui sont coordonnés par un gouverneur qui a rang de ministre, rang de délégué du gouvernement, rang de ministre quand même, que ça aurait été mieux. Parce que la division de Nouakchott en trois circonscriptions administratives différentes multiplie d'abord les charges de fonctionnement. Ça, c'est certain. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que ça rend, pour les services de sécurité, ça rend les choses beaucoup plus difficiles. Ne serait-ce que du point de vue de la territorialité des crimes. Parce que si quelqu'un commet un crime à Tayaret, il se déplace à Sabra, il y a dans la procédure de poursuite de ce criminel, et dans la poursuite policière, et poursuite judiciaire et police administrative, il y a énormément de temps qui peut se passer. Parce qu'il faut que le wali écrive au wali, que le wali écrive à son préfet. Supposez que le hakim de Tayaret a un problème. Il va écrire à son wali. Le wali va écrire au wali de Tayarzena. Le wali de Tayarzena va écrire au hakim de Sabra. Le hakim de Sabra. Donc il y a, vous savez, je crois qu'on aurait pu. Moi j'ai fait l'étude du temps de Sidi Cheikh Abdullahi, l'étude pour le ministère de l'Intérieur. Il est au ministère de l'Intérieur. Et j'avais suggéré autre chose, c'est de déconcentrer les prérogatives et renforcer les prérogatives du gouverneur de Nouakchott, conserver à Nouakchott son unité opérationnelle et son unité de gouvernance, à tout point de vue, et surtout rester conforme à la Constitution, parce que maintenant, Nouakchott, c'est où? La Constitution dit que Nouakchott est la capitale. Où est Nouakchott? C'est les trois wilayas. Alors, nous avons donc trois capitales. Et ce qui est dramatique, je le dis bien, quelqu'un a attiré mon attention là-dessus, c'est que, curieusement, chaque wilaya est habité en majorité par un ensemble ethnico-culturel ou social différent. Tabarzena, Sabra et Luxor sont à 70% habités par des négro-africains. Parce que si vous mettez Sabra, vous mettez les Sokojin, vous mettez les Médina, les négro-africains sont plus nombreux que les Noirs. Donc c'est la wilaya des négro-africains. Quand vous prenez la wilaya de Toujounine, par exemple, vous avez Toujounine, Dar Naïm et Riyad. Vous avez une wilaya des Maures, c'est 80% des Maures. Quand vous prenez la wilaya d'Arafat, de Mina et de Riyad, vous avez la wilaya de Haratin. Donc, mine de rien, vous avez aligné trois wilayas appartenant à des ensembles ethnico-sociaux qui sont absolument différents. Et ça, ce n'est pas très... Ce n'est pas une bonne stratégie donc. Ce n'est pas une bonne stratégie. Il fallait privilégier la promiscuité, la mixité, etc. Voilà. Monsieur le ministre, on me signale que le temps que nous est parti touche à sa fin, mais je ne saurais terminer sans vous demander de me parler un peu brièvement de votre expérience avec le président Mohamed Sid Ahmed Taher. Alors, avec le président Mahaouia, j'ai travaillé comme inspecteur général au ministère de l'Intérieur. Travaillé avec lui sur les dossiers, rapport Sénégal-Mauritanie, sur les livres blancs des événements, sur le travail pour la revendication sénégalaise, c'est la rive droite du fleuve Sénégal, la rive Mauritanie du fleuve Sénégal. J'ai travaillé avec le président Mahaouia en tant que wali,
dans les 5 ou 6 wilayas. Et j'ai travaillé avec le président Mahawiya en tant que ministre. Tout ce que je peux dire, c'est que le président Mahawiya ne m'a jamais ordonné de faire une mauvaise chose. Il ne m'a jamais empêché de faire une bonne chose. C'est tout ce que je peux dire. C'est un homme qui est profondément nationaliste, c'est-à-dire qu'il aime la Mauritanie. Et la conclusion à laquelle j'ai abouti, lorsque j'étais au milieu des événements, j'étais gouverneur à Alec, c'est que le président Mahawiya n'était pas au courant de beaucoup de choses. C'est ma conviction. C'est ma conviction et j'en ai la preuve. Et j'administrerai la preuve le moment venu. Inch'Allah. Inch'Allah. Bien. Donc là, c'est l'occasion de me parler de vos 2 ouvrages, 2 exceptionnels ouvrages. D'abord, Où va la Mauritanie, et le second, Le Mieuxin de Sarandougou. Pouvez nous présenter ces 2 ouvrages en quelques lignes, monsieur le ministre? Alors, Où va la Mauritanie, c'est un peu, c'est l'extension, c'est la réécriture plus élargie d'un document, d'un petit fascicule que nous avons fait, Mohamed Hassan et moi, avant les élections de 2007. Mais c'était fait dans la précipitation. J'ai été obligé de reprendre tout, et surtout de mettre des parties. Mon intention en éditant ce livre, qui est d'ailleurs pas très bien écrit, parce que l'éditeur n'a pas fait son travail, il n'y a pas un dialogue éditorial entre nous, c'est bien qu'il y a des fautes de frappe, il y a même des fautes, des incorrections, d'inattention. C'était uniquement pour braver le silence, pour crever le silence, pour que les gens qui sont plus forts que moi, qui sont plus cultivés que moi, qui connaissent mieux que moi la Mauritanie, aient le courage d'écrire. C'est le but. Ce n'est nullement une prétention de sociologue ou d'historien. Pour mieux connaître la Mauritanie en sa réalité. Alors, le Mieuxin de Sarandougou relate les événements de 1989-90. Et comme il y a eu des événements, comme il y a eu une lecture de ces événements, comme l'enfer d'Inal, etc., moi j'ai voulu donner et éclairer une autre façade de ces événements-là, en montrant que s'il y a eu des mauvaises gens, que s'il y a eu des gens méchants, il y a eu aussi des gens généreux. Et il y a le Mieuxin de Sarandougou. Sarandougou, c'est le village, probablement l'un des villages ou le village le plus ancien, l'un des villages les plus anciens de la vallée, où il y a 3 Sarandougou. Je n'ai pas dit quel de Sarandougou, 3 Sarandougou. De toute façon, c'est l'un de Sarandougou. Et c'était pour montrer que, même s'il y a eu des atrocités, il y a aussi des gens extrêmement braves. Il y a eu des gens de toutes parts, tels que ces tribus morts des Parakna qui ont refusé de consommer la viande de bovidés, depuis que les bovidés, depuis que les troupeaux des Peuls ont été saisis par les autorités ou par les bandes de malfaiteurs. Et il y a, parce que la viande de bœuf a été prohibée, déclarée prohibée, depuis qu'il y a eu ces plans, comme ces familles qui ont protégé des Sénégalais, qui ont protégé des Alpoula, qui ont protégé des biens des Alpoula, qui se sont solidarisés avec qui n'ont pas oublié, pas accepté d'insulter l'avenir. Donc j'exhume, si vous voulez, les aspects adorables d'une société que je ne veux pas qu'on condamne injustement en pensant que c'est une société cruelle, etc. Non, il y a eu beaucoup de générosité, beaucoup d'actes, beaucoup de solidarité, et surtout le courage, la patience des Alpoula. J'ai été gouverneur à partir du 26 mai 1990 à Alec.
j'ai rencontré des hommes admirables comme Gaïdé Hamad, comme Petit Ba, comme même le colonel Dia Amadou, comme Boy Harouna, comme Lam Boukari, comme des anciens dignitaires, des anciens fonctionnaires ou des dignitaires. Je les ai rencontrés, je me suis entretenu avec eux. Et ils m'ont toujours dit, d'une manière ou d'une autre, nous n'avons pas d'autre pays. Claro. Nous n'avons pas d'autre pays pour y aller. Et si notre gouvernement se trompe en nous faisant mal, il s'apercevra un jour qu'il nous a fait mal. Et nous ne perdons pas confiance. Ça m'a manqué. Et ça m'a rendu encore plus conscient de la force de ce peuple et du fait qu'il tient à ne jamais être divisé par des discours incendiaires de ci ou de là. Et ça m'a réconforté. C'est ce que j'ai voulu traduire dans le musée de Sandougou, parce que, encore une fois, je n'ai pas voulu restituer le contenu du musée de Sandougou sous la forme de mémoire. Parce que ça aurait fait mal. Ça aurait fait très très mal. Et ça aurait été mal apprécié de la part de ma part, parce que je ne suis pas encore à l'âge où je dois écrire mes mémoires. Tout au moins au moment où je l'ai écrit. Maintenant, je pense que je commence à avoir l'âge. Sincèrement, c'est intéressant. Mais une dernière question. Je viens de me rappeler. Le 19 février, vous avez assisté à une rencontre de jeunes qui ont osé parler de l'unité nationale, où 4 ateliers ont été organisés sur l'esclavage, l'unité nationale, la cohésion sociale. Et vous étiez l'un des modérateurs. Que vous inspire cette sorte d'initiative? Ce colloque auquel j'ai assisté est en sursaut l'un des signes de l'espoir. Parce qu'il y avait... organisé par Village Nouakchottois. Village Nouakchottois. Il y avait plus d'une centaine de jeunes de toute origine. Ouais. Et je n'en connaissais que très peu. C'est-à-dire que ce n'est pas les gens auxquels je suis habitué, les clients de la politique. C'est des gens qui s'intéressent depuis très peu de temps au centre de la Mauritanie, et ça m'a donné beaucoup d'espoir. Mais ce qui m'a donné encore plus d'espoir, c'est la teneur des débats et le niveau des débats auxquels ce colloque a donné lieu, et surtout la pertinence des points de vue et la sincérité des intervenants, que je ne connaissais pas du reste, que je n'ai pas connu avant ce colloque-là. C'est une excellente initiative. Village Nouakchottois doit continuer à approfondir avec le même esprit, et surtout avec le même courage et la même détermination à parler franchement. Parce que tant qu'on murmure, il s'agit de nos problèmes, quand on murmure nos problèmes entre nous, il n'y aura pas de solution. Il n'y aura de solution que lorsque nous disons ce que nous murmurons, que nous le disons à haute voix et sans méchanceté. Moi, je peux être contre Mohamed Abdelaziz sans aucune méchanceté. Très bien. Je ne veux pas le murmurer, mais je vais le dire, mais sans aucune méchanceté. Je ne veux pas qu'il meure, je ne veux pas qu'il tombe malade, mais je suis contre sa politique et je pense qu'il doit lâcher le pouvoir pour permettre aux Mauritaniens de construire un État, un véritable État. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Écoutez, c'est vraiment sincèrement intéressant d'entendre un homme qui connaît bien son pays. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et au revoir.